Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera produits de bourse de Société Générale. Donc vous l'avez compris, parler trading avec des traders, avec au menu cette semaine le CAC 40, AMD, Hermès, JD Logistique, STM et le Nasdaq. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les traders assis autour de cette table avec, pour commencer, Jean-Louis Cussac. Vous êtes formateur et trader pour Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Marc Daguer, vous êtes responsable et fondateur de la société DT Expert, un spécialiste de l'analyse technique et du trading sur les produits dérivés. Merci d'être avec nous Marc. Et bonjour Thibault. Bienvenue sur le plateau. Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert, aussi spécialiste de l'analyse technique et des produits dérivés. Bonjour Mathieu, bonjour merci Thibault. d'être avec nous. Et Léa, vous êtes responsable et vendeuse produits dérivés, parents et certificats chez Société Générale. Merci d'être avec nous. Thibault. Léa, donc on va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec tout de suite Jean-Luc qui va nous parler du CAC 40. Alors Jean-Louis, ce CAC cette semaine Écoutez, il nous a montré depuis quelques jours, quelques semaines même, une parfaite résilience. Donc ce marché ne veut pas baisser, mais rappelez-vous ce que Ça fait un moment d'ailleurs. je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'est pas vulnérable. L'élément important de ces dernières semaines, on peut dire, c'est la baisse constante de la volatilité implicite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de stress, moins de crainte, mais parallèlement à ça, il y a aussi moins d'espoir. Et c'est pour ça que les marchés, d'ailleurs tous les marchés indices actions, en fait, européens notamment, les volumes ont baissé. En tout cas sur le CAC 40, c'est assez important. Donc on a des volumes faibles parce qu'il n'y a pas matière à prendre d'initiative. Sur l'ambiance générale, le contexte, c'est toujours la même chose. Les taux qui montent, qui baissent, qui ne vont pas monter, qui vont monter. Alors un jour, les probabilités que les taux montent sont fortes, et puis le lendemain, il y a une déclaration, enfin une stat, et du coup, elle baisse de moitié. Enfin, Est-ce que cette baisse de volatilité signifie qu'il y a peut-être moins de courants acheteurs sur les marchés de couverture, ce genre de choses? Non, c'est pas qu'il y a moins de courants acheteurs, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs, vraiment. Maintenant, les achats passent souvent dans des phases comme ça, passent par les indices, en fait. Les investisseurs, ne sachant plus trop quoi faire, soit ils achètent le top du top des valeurs, et ça, on l'a vu depuis longtemps maintenant, avec des LVMH, tout le secteur du luxe qui a surperformé. Et puis à un moment donné, on ne peut pas non plus payer indéfiniment. Donc on achète l'indice, par exemple. Voilà. Il y a toujours une différence de performance entre les valeurs du CAC 40, donc les top capitalisations, et les valeurs moyennes? Ah oui, alors les valeurs moyennes, elles, avec les taux qui montent, les mid et small, il ne faut pas trop y toucher, à moins d'avoir des idées très précises sur des dossiers très précis pour lesquels on a vraiment une forte conviction, mais sincèrement, c'est compliqué. Non, En ce moment. Oui, mais depuis un bout de temps. Là, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, LVMH a perdu jusqu'à 10% et pas le CAC. Vous voyez. Donc, par exemple, là, on a eu un rattrapage de l'indice par rapport à LVMH. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est dans des zones d'achat sur repli. Et pour moi, si vous voulez, je suis acheteur jusqu'à 7050. Pourquoi pas? 7050. Et sous ce niveau, 7050, 7030, on commence à faire des warnings long terme. Voilà. Donc là, on est autour de... Donc faire un warning long terme, ça veut dire quoi concrètement? Un warning, ça veut dire un retournement long terme. D'accord. Là, pour l'instant, on avait neutralisé il y a quelque temps. Donc on jouait les deux sens, mais à très court terme, dans la journée. Parce que dans la journée, on fait des mouvements incroyables. On part à la baisse et puis on remonte de 1 ou 2 ou 3%. On repart à la baisse, on remonte. Donc ça fait un bout de temps que ça dure. Et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais là, il faut avoir un comportement très opportuniste pour surfer sur les vagues, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus rémunérateur, en tout cas très stressant, potentiellement. Après, l'idée, c'est quoi? L'idée générale, c'est, a priori, on va rester acheteur et on va acheter sur des replis. Donc jusqu'à 7050, en dessous,
on passerait plutôt sur un retournement de tendance, à confirmer, hein, mais bon, c'est un niveau, on va dire, un peu agressif pour dire on retourne la tendance à la baisse. Avec quel objectif? On se protège. Ouais. Donc là, c'est l'idée de se protéger avec des produits adaptés. L'objectif, après les achats sur repli, vous avez quel type d'objectif? Ça serait vers 6006. Là, je vous ai mis... Non, l'objectif à la hausse. Vous êtes en position acheteur sur repli. Après, c'est pour un rebond. Alors, sur quel niveau de CAC? Pas gros, pas important. Ça fait longtemps que j'avais dit que moi, je considérais que le potentiel était épuisé. Au niveau du consensus fondamental, on pouvait lire un peu aussi ce genre de choses, difficile d'imaginer des catalyseurs qui nous permettent de monter, etc. Là, vous avez ces graphiques-là, avec le CAC 40 à gauche, là, et le futur à droite. Ce qui s'échange, si vous voulez, c'est le futur. Ce qui se calcule, c'est le PX1, c'est-à-dire le CAC 40. Il y a une petite différence. Vous voyez que, par exemple, on a un double top sur le futur, alors que vous avez, sur le CAC 40, un écart de prix entre le plus haut et le deuxième plus haut. Vous avez l'effet dividende aussi. Voilà, c'est dû au dividende. Le futur, c'est un contrat à terme qui se projette à l'échéance et donne la valeur tenant compte des dividendes. Sauf que, depuis quelque temps maintenant, les taux d'intérêt, c'est pour ça que c'est important d'expliquer ça, les taux d'intérêt sont quand même maintenant passés positifs et ils sont à 3-4%. Ouais. Donc, le cours de référence du futur en début de mois, en début d'échéance et en fin d'échéance, si vous voulez, il y a prorata temporis du taux d'intérêt qui diminue. Donc tout ça, dans les repères, c'est compliqué à prendre en considération. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu l'accent là-dessus. Mais on a sur le futur, on va dire, là il est ajusté des dividendes. Alors, on peut ajuster des dividendes, voire même on doit ajuster des dividendes pour analyser graphiquement sur une période très courte. Surtout dans la période avril-mai où il y a énormément de détachement de dividendes. Oui, là c'est vrai que c'est une période très importante. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas regarder un graphique sur 10 ans en ajustant. Parce que alors là, ça veut dire qu'on va regarder, même sur 5 ans, ça n'a aucun intérêt, même sur 2 ans. À partir du moment où on va prendre en considération 2 fois les dividendes, c'est plus bon. Mais si on les prend une fois, donc sur les périodes courtes, maximum d'un an, glissant en plus, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc là, vous avez ces graphiques, vraiment j'attire votre attention, c'est pour analyser les choses, il faut regarder le futur. Le futur CAC. C'est beaucoup plus parlant. Très bien. Tant qu'on est au-dessus, vous voyez, la ligne bleue, on garde une dynamique quand même long terme acheteuse, et en dessous la ligne bleue, écoutez, warning se déclenche, prenez vos précautions, allégez vos portefeuilles, protégez vos portefeuilles avec les produits adaptés, et voilà. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors Marc, vous vous êtes intéressé plutôt au secteur des semi-conducteurs avec AMD aux États-Unis. Alors qu'est-ce que vous avez à dire sur AMD? Oui, je suis totalement semi-conducteur aujourd'hui. Très bien. Alors là, expliquez-nous. Ouais, alors c'est dans la partie, on revient sur ce qu'on a pu faire. Donc c'est pour ça que... Oui, on refait la semaine là. Alors. Ouais, alors c'est pour ça que sur ce graphique, il y a sur mes graphiques que je montre on revient sur ce qu'on a fait, la flèche. Montre l'anticipation qu'on avait au moment où on avait pris la valeur. Alors sur AMD, on a eu un peu le nez creux aussi, mais ça peut arriver. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on l'a pris sur des bases vraiment techniques. Moi, à chaque fois que je décide de faire un investissement quelconque, c'est sur des critères techniques à 95%. Alors évidemment, je suis un peu au courant de ce qui se passe, je vais faire attention, mais je me suis souvent fait avoir parce qu'il y avait des contextes fondamentaux qui n'étaient pas très bons. J'ai eu un peu peur et finalement, le technique avait primé à ce moment-là. Donc je reste sur ma matière première. Et là, on avait un canal haussier, on est sorti d'une phase de consolidation assez nette qui était quasiment fermée également sur un canal. On avait, ce qu'on appelle pour moi, fini une consolidation intermédiaire qui avait touché le bas du canal. Et là, on a décidé de se positionner à la hausse. Sur AMD, et par la suite, le gap que vous avez là, c'est pour ça que je dis qu'on a eu le nez creux, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la période de publication des résultats, les résultats étaient très très bons, et ça fait que le titre a pris, je ne sais plus, peut-être 13-14% en une séance, ce qui nous a permis, nous, de sortir avec un gain très confortable. D'accord, donc on a quand même une configuration graphique assez nette.
C'est très propre. Oui, et puis sur l'ensemble du secteur technologique, on a quand même pas mal d'entreprises qui ont une configuration de cet ordre-là. Il faut rappeler juste une dernière euphorie jusqu'en novembre 2021, une correction assez nette jusqu'à fin d'année dernière, et puis une reprise là, depuis... Oui, l'année dernière a été très particulière parce que la remontée des taux a particulièrement défavorisé ce secteur. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'en valeur absolue, Mathieu en parlera sans doute tout à l'heure, aussi bien que moi, mais le Nasdaq, c'est l'indice qui va faire les plus grosses performances, en général, si vous regardez empiriquement. Donc je dis en valeur absolue, c'est-à-dire les années haussières, c'est le Nasdaq qui lead, et les années baissières, c'est lui qui baisse le plus. Après, entre les deux, donc le secteur technologique aujourd'hui a un rattrapage plus important à faire sur l'année précédente, et on le voit aujourd'hui dans la plupart des rebonds qui sont quand même beaucoup plus conséquents, et le Nasdaq aujourd'hui est à quasiment 30%, alors qu'on a un S&P qui est à 12, 13, je ne sais plus quel. 2 fois plus de performance. Merci beaucoup, Marc. Mathieu, c'est à vous. Hermès. Hermès, alors le luxe. On viendra après sur la situation du Nasdaq. Donc Hermès, alors grosso modo, moi en fait, effectivement depuis ces dernières semaines, je suis assez d'accord avec Jean-Louis dans le constat qu'on a un CAC qui est topiche. Et grosso modo, moi, dans les grosses valeurs, il n'y a pas grand-chose à acheter. C'est-à-dire que j'ai plutôt, pour le coup, à l'instant T, un focus sur les mid et small où il peut y avoir des rattrapages. Mais sur vraiment les grosses valeurs, je ne suis pas très à l'aise. Et donc, le luxe en fait partie. Dans le cas spécifique d'Hermès, sur le luxe, alors il y a des éléments en fait, d'essoufflement qui m'ont mis la puce à l'oreille pour tout vous dire, c'est qu'on avait dans le secteur, il y avait Richemont, le groupe suisse, qui avait publié des résultats et malgré ça, en fait, on avait les LVMH, Hermès typiquement, avec la zone des $2000 qui arrivait pas vraiment à décoller malgré des très bons résultats, des grosses perspectives. Et donc ça, quand c'était antérieurement à la grosse impulsion que vous voyez avec la grosse bougie rouge. Et donc ça, en fait, typiquement, quand on a un secteur dans son ensemble, et Hermès en particulier, qui ne monte pas malgré un bon news flow, ça c'est typiquement le genre de signal précurseur. Alors ça ne veut pas dire que ça va vendre immédiatement, mais en tout cas ça montre qu'il n'y a pas un intérêt. Une certaine forme de limite. Oui. Normalement, on peut se dire, moi le premier, en fait, quand Richemont publiait, je m'attendais à ce que ça pousse un peu au-delà des 2000 € sur Hermès. Et donc quand ça n'y va pas vraiment, c'est justement là où je me dis, tiens, malgré... on avait ces dernières semaines, le titre a profité de la réouverture de la Chine, etc., même des bons résultats, des bons trimestriels, mais là, du coup, en avril, malgré Richemont, ça commençait à plafonner, ça n'y allait pas vraiment, et même dans les phases, quand le CAC était allé vers les 7006, on sentait que c'était plus vraiment les LVMH, les Hermès qui drivaient le mouvement, et comme de fait, en fait, à la première baisse qu'on a eue sur le CAC, quand on est retombé là, des 5005 vers les 7003, ça a été les LVMH, les Hermès qui ont été particulièrement attaqués. Donc dans le cas de Hermès spécifiquement, alors je ne vais pas refaire le contexte. Donc 2000 résistances, objectif grosso modo, effectivement, je pense que l'impulsion qu'on a eue là entre les deux flèches de couleur, je pense que c'est vraiment que le premier temps d'un mouvement correctif. Et du coup, je pense effectivement qu'on va avoir une réplique baissière en direction des 1800 €. Et grosso modo, l'idée, c'est une cassure de la ligne de tendance qui est visible en grisé sur le graphique. Si le luxe nous abandonne, le CAC 40 risque de décrocher un peu. Alors, il a quand même été bien poussé par ce secteur. Quasiment 30% du CAC dans le luxe. Ouais. On verra ça. Très intéressant. Voilà, merci beaucoup, Mathieu. On va passer à la rubrique Le Zoom sur... Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de Bourse Société Générale, qui va nous parler du delta. Qu'est-ce que c'est le delta ? Eh oui, on parle. Alors le delta, c'est ce qu'on appelle une lettre grecque, pour votre gouverne en introduction. Avant de vous parler du delta des turbos, je vais quand même faire un bref rappel de ce que sont les turbos pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore familiers avec ce sujet. Les turbos, ce sont des produits à effet de levier. Ça signifie qu'avec ces produits, on va aller chercher une amplification des variations du sous-jacent. Cette amplification, bien sûr, peut être favorable ou défavorable à l'investisseur averti qui se positionne sur ce type de produit. L'objectif de ces produits, c'est d'aller pouvoir se positionner à la hausse du cours d'un sous-jacent, donc l'actif sur lequel le produit est adossé, mais aussi à sa baisse. Donc c'est un des grands avantages de ce produit. Va avoir sa valeur augmentée, le sous-jacent baisse. Exactement, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours très intuitif. Bon outil de couverture, on en parlait tout à l'heure. Et effectivement, pour effectuer une couverture ou pour dynamiser son portefeuille dans un contexte de marché baissier.
Donc ces produits, ils sont disponibles sur plus de 800 sous-jacents, donc ça veut dire que vous pouvez aussi bien intervenir sur des indices que des actions, des matières premières, des devises, des taux d'intérêt, vous avez vraiment beaucoup de choix. Ils sont disponibles sur votre compte titre, pas de démarche particulière à faire. Sans frais de courtage chez Boursorama. Et sans frais de courtage, exactement, chez Boursorama. Non, mais c'est très bien, la transition était parfaite. Sans frais de courtage chez Boursorama dans le cadre de l'offre Bourso Markets est disponible de 8h à 22h. Donc vous avez vraiment des horaires de trading étendus, notamment pour les investisseurs qui sont actifs sur les marchés US. Et donc, ces produits, le nerf de la guerre d'un produit financier, c'est quand même pour l'investisseur de comprendre comment son prix varie dans le temps. Surtout quand on est sur des produits à effet de levier, c'est très important de bien comprendre la valorisation. Et pour ça, il y a un outil qui est très intéressant, puisque les turbos, il faut savoir qu'ils ont la particularité de varier, leur prix varie quasiment uniquement en fonction des variations du sous-jacent. Contrairement à d'autres produits de bourse, ceux-là ont un mode de valorisation qui est basé vraiment principalement sur les variations du cours du sous-jacent. Et du coup, on va s'intéresser à ce delta qui en fait mesure la sensibilité du cours du turbo pour 1 euro de variation du cours du sous-jacent. Et donc, les turbos ont la particularité d'avoir tout le temps un delta de 100. Alors, hors période de dividende. 100%. Alors, ça veut dire que, par exemple, pour un turbo CAC de parité 100, un point de CAC 40 va vous donner 1 centime de variation sur le turbo. Et donc, 100%, ça veut dire que c'est la même variation ajustée de la parité. Ajustée de la parité, exactement. Du coup, pour un turbo sur action de parité de 10, par exemple, 1 euro de variation sur l'action, ça représentera 10 centimes et ainsi de suite. Donc, si on a par exemple un turbo avec une parité de 1, là, pour le coup, 1 euro sur l'action donnera... Oui, c'est assez facile à calculer. Voilà, donc c'est très facile à calculer. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas complexe. Non, mais en tout à fait. Le calcul de la variation exactement. est assez simple. Surtout que, attention quand même, ces produits, en plus d'avoir cet effet amplificateur qui peut aller soit dans le sens de l'investisseur, soit contre lui malheureusement, présentent aussi une barrière désactivante. Donc attention à la perte du capital qui est possible sur ces produits et qui peut être totale ou partielle en fonction du type de produit, du type de turbo que vous choisissez parmi les 4 familles différentes. Merci beaucoup Léa, très intéressant. Et on va passer maintenant à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités traders a 1 minute pour convaincre les 2 autres, pour déterminer s'il y a trade ou pas trade, comme le nom de l'émission. Ils auront chacun d'entre eux une petite pancarte pour nous dire si c'est trade en vert ou pas trade en rouge. Alors qui va commencer? Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Cussac avec ID Logistique. On attend le chronomètre, je crois qu'il est là derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis. Alors, cette société, comme son nom l'indique, fait de la logistique auprès des... Pas mal. dans le e-commerce, dans la grande distribution, etc. Bon, vous regarderez ce qu'ils font, c'est pas trop le sujet. C'est une boîte qui est assez grosse, elle fait 1,45 milliard de capitalisation, mais elle n'est pas non plus immense. Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas une proposition d'investissement immédiat, si vous voulez. C'est comment on pourrait se déterminer, justement, c'est vraiment comprendre les processus qui pourraient nous amener à prendre des positions sur ce genre de valeur qui a beaucoup baissé et qui sous-performe les marchés. Le consensus, il est plutôt favorable. On peut se dire, tiens, je vais m'y intéresser. Donc là-dessus, si vous voulez, on a une zone support sur laquelle on peut y aller direct, où vous pouvez éventuellement acheter à partir du moment où on franchit le dernier plus haut des 270. Voilà, ça, c'est typiquement l'approche technique. Et on y va. Et on y va, pardon, j'étais en fait, je buvais vos paroles. Non, mais c'est vrai. Ça passionnant et j'ai oublié le chronomètre. Vous avez eu un petit peu de rab. Non, je me suis arrêté. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jean-Louis, vous aurez l'occasion de répondre. Ouais. Parce que là, vous avez déjà dépassé. Alors, Marc, Mathieu. Stop. Ah, vous voyez, vous aurez l'occasion de répondre. Mathieu. Alors moi, c'est le genre de situation avec lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise, c'est-à-dire quand on a vraiment des gros niveaux, des grosses zones comme ça, c'est vraiment pas ça qui me plaît. Alors en gros, c'est qu'on a eu des volumes dans la baisse majoritairement. C'est trop simple pour vous? Non, c'est justement en fait ce qui me fait un peu peur, c'est que typiquement quand on a des grosses zones qui tiennent depuis longtemps, si on doit les casser, je pense que ça va être impulsif. Et donc à l'inverse, à la hausse, même si ça doit repartir, je ne suis pas convaincu. Enfin, je pense qu'il y a plus un risque d'accélération à la baisse qu'à la hausse. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à l'instant T, j'irai pas sur les 250 €. Là. Marc? Moi, c'est purement technique. Je vais expliquer après pourquoi. Je voulais juste dire que Jean-Louis a dit qu'il se positionnerait éventuellement à partir des 270. Mon avis ne serait pas le même. Là où sur les cours où on est maintenant, effectivement, il y a une zone de support. Maintenant, chaque rebond
qu'il y a eu depuis sur ces zones de support est de moins en moins impulsif en fait. Et techniquement, moi j'ai un peu peur comme Mathieu qu'il y ait encore un potentiel baissier qui ne soit pas complètement... Ah oui, l'amplitude des rebonds est moins importante. Ouais, on sent que ça faiblit plus que ça ne... Jean-Louis, droit de réponse. Maintenant, vous pouvez y aller. Non, mais en fait, je voulais faire un peu de culture bourse, culture trading. Bien sûr, on est là pour ça. Et voir un peu le processus, justement. J'ai bien dit au départ, ce n'est pas une proposition d'achat immédiat, vous voyez, par exemple. C'est sûr qu'on peut se poser des questions sur mais qu'est-ce qui a fait qu'elle sous-performe, etc., etc. Moi, je n'ai pas très bien compris, parce que vous nous avez dit on a une zone bleue où on peut se positionner les yeux fermés, et vous avez parlé d'une deuxième zone. Non, mais si on a une conviction, il faut que les gens, après, quand on propose comme ça à l'antenne des idées, oui. Il ne faut pas les suivre les yeux fermés. Non, d'abord, il faut forger sa propre conviction. Donc nous, on alerte sur une situation, par exemple, on dit voilà, là-dessus, pourquoi pas, il y a matière à réfléchir. Il y a un point d'attention. Il y a matière à réfléchir, bon, parce qu'il va y avoir les chiffres dans une semaine, ou parce qu'ils sont sortis, etc. Là, bon, il n'y a pas grand-chose, mais on est à la recherche, dans cette période de marché, d'idées. Alors, d'idées, c'est le cas de le dire. Pas mal. Qui serait que les valeurs ont sous-performé, donc peut-être qu'elles ont du potentiel. Vous voyez, entre le point bas et le dernier point haut qu'on a fait au mois de mars, c'est pas si lointain. On a quand même 15%. Vous voyez, donc ça va finalement, la configuration que vous nous décrivez aujourd'hui, c'est qu'on est, si on dépasse dans le rebond prochain les 270, on a un faisceau d'indices pour se positionner à l'achat. Exactement. Ce que je voudrais dire, c'est que un truc très basique, c'est quand vous essayez de regarder le dernier plus bas ou le dernier plus haut de la zone. Le dernier plus haut de la zone sur une vingtaine de jours. Moi, souvent, je prends 21 jours, quelque chose comme ça. Et si on le franchit, c'est souvent le signal que la valeur est en train de repartir. Alors, à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc, à la baisse, ça serait le dernier plus bas, et à la hausse, donc il est tout près, et à la hausse, on ne se positionne pas maintenant, et on dit, je n'achète que si le dernier plus haut est franchi, et c'est le signal technique pour entrer. J'essaye de prendre une valeur oui, bien sûr, qui permet une réflexion. C'est intéressant de partager avec nous cette méthodologie. Et on est à 7200. Le cycle de 21 jours, voilà. avec franchissement de plus haut, de plus bas, constitue pour vous un signal intéressant. On est à 7002, tout le monde se gratte la tête pour se trouver des idées. Ce n'est pas une valeur pourrie, hein, du tout. C'est une valeur sur laquelle... Non, mais il vaut mieux le faire sur des valeurs où les consensus sont quand même positifs. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, Marc, on revient dans le secteur des producteurs de semi-conducteurs avec STM, le champion européen franco-italien. J'ai fait ton sur ton. Donc, on va mettre le chronomètre derrière moi. 60 secondes. Je pense que c'est bon. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Alors STM, avant de vous parler de ce qui est, encore une fois, ma matière première, la partie technique, d'un point de vue fondamental, on n'a que des voyants ouverts quasiment. La marge bénéficiaire est en hausse depuis 2020, les résultats sont bons, on a de bonnes perspectives, il y a des projets de joint venture avec une boîte chinoise, avec des projets assez conséquents dans le silicium. Bref, donc en gros, d'un point de vue fondamental, je ne vois rien d'inquiétant, même si, encore une fois, c'est le technique qui me fait prendre mes décisions. Techniquement, on a deux choses. D'abord, sur du long terme, même si aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais on a quand même un canal qui est en bleu léger depuis mars 2020, un canal haussier, bon, mais surtout depuis le rebond de juillet 2022, pardon, on a un nouveau canal qui lui est en bleu, qui est assez propre. 10 secondes. On a un dernier rebond qui a eu lieu à la fois sur le bas du canal et sur ce qu'on appelle nous un overlap en rouge, là, qui est une ancienne zone de résistance, qui est devenue un support. Donc tous les voyants sont verts pour moi. Merci, merci Marc. C'est maintenant à vos collègues de donner leur avis. Stop, donc pas trade ici, parole à la contradiction. Merci. Mathieu, allez-y. Alors, moi, dans la continuité de ce que je vais expliquer juste après, je ne suis pas très... Ne dévoilez pas tout. Mais c'est surtout ce qui motive en fait mon stop. C'est qu'à l'instant T, je ne suis pas très acheteur du Nasdaq.
Et donc, par voie de conséquence, acheter STM, d'autant plus qu'on a, sur l'action en elle-même, on a eu une grosse impulsion. Alors, je ne sais plus si c'était en février ou mars, et je crois que c'était post-publication. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise. C'est-à-dire, quand on a une société qui est vendue post-trimestriel, généralement, ça crée une inertie dans le mouvement. Alors, à voir s'ils vont surprendre à la hausse favorablement sur leurs résultats là, en juillet. Mais à l'instant T, ce n'est pas quelque chose que j'achèterais immédiatement. Très intéressant, Jean-Louis. Vous êtes plutôt favorable à ce scénario? Alors, graphiquement, c'est quoi? Non, mais bon, sur le plan fondamental, je suis d'accord. En plus, STM n'est pas très cher payé. Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense, par rapport à ces... Et typiquement, vous voyez, on aurait pu avoir mon discours sur STM comme celui que je viens d'avoir sur ID, logistique, sur le point bas qui était en fait... un pullback sur la zone de résistance précédente. Vous voyez, on avait un triangle qui tapait une zone, et puis on l'a franchi et on est revenu se positionner sur le haut de la zone précédente. Alors là, si vous voulez, soit on a acheté un petit peu ce que j'appelle moi par anticipation. Alors en effet, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, pourquoi pas un turbo, en tout cas quelque chose où on va peu investir, on commence à construire une position. Voilà, avec un risque limité. Et ensuite, on va attendre les signaux techniques. Alors bon, là, il faudrait dézoomer un peu, mais... Moi, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, on commence, on prend position entre 37 et 40 et on accélère au-dessus de 47,75. Au-dessus de... Si on franchit là, c'est ça ou pas? 43, parce que je commence à apprendre un petit peu. Ah, là-haut, ah ben là... Ah ben non, je me suis trompé. Non, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est l'objectif et que si on franchit ce niveau, en effet, c'est le signal d'une nouvelle impulsion. L'idée étant, j'achète maintenant dans la zone entre 37 et peut-être juste le franchissement du dernier plus haut qui devait être autour de 42,30 là. Donc ça peut être un niveau où on va renforcer sa position pour viser les 48, voire même les 50. Je vois. Et ensuite, on garde un solde si jamais on franchit. Très intéressant. Oui, je voulais juste... Marc, vous avez quelque chose à ajouter parce qu'il faut quand même répondre à Mathieu. Oui, parce que mon ami Mathieu, avec qui j'ai énormément d'affinité, le STM n'est pas totalement non plus corrélé au Nasdaq. C'est juste ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, bon, on est d'accord, hein, quand on essaye de se positionner sur une valeur technologique, on va faire attention à la santé du secteur en général. Le rebond sur le Nasdaq a eu lieu plus après celui qu'il y a eu sur STM, qui a eu lieu depuis juillet 2022. Enfin, il peut y avoir l'effet dollar aussi. Il peut y avoir oui, il y a l'effet dollar. Il y a aussi parfois l'effet des corrélations Europe-États-Unis qui peut arriver aussi. Bon, voilà. Donc c'est juste pour dire que je suis d'accord avec Mathieu. Différentiel de taux, différentiel de change. Mais je ne vais pas m'arrêter à ça forcément pour une valeur comme celle-là. Merci beaucoup Marc. C'est au tour maintenant de Mathieu. Vous avez la parole. Alors, je vais pour conclure sur le Nasdaq. On est très techno aujourd'hui. Hein. Oui, donc, AMD, STM et Nasdaq. On va finir. Le chronomètre est affiché. 3, 2, 1, c'est parti. Donc alors dans le cas du Nasdaq, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'en gros on a souvent des mouvements, des impulsions baissières sur le Nasdaq quand on a des hausses de taux longs, des contrats obligataires qui remontent. Ça s'est vérifié, alors là quand j'ai envoyé ce graphique c'était mercredi matin et donc moi dans le service j'ai pris un gain dans la baisse qu'il y a eu mercredi soir et donc en fait ce qui est souvent intéressant c'est que, alors c'était consécutivement à la banque, au relèvement de taux de la Banque du Canada. Mais en fait, on voit que malgré, alors effectivement, comme l'a dit Marc, il y a eu Nvidia, il y a eu toute l'intelligence artificielle qui a drivé la hausse, mais pour le coup, à l'instant T, voilà, on va avoir la Fed là, en milieu de semaine prochaine. Mercredi, mais grosso modo, on a des signaux d'essoufflement, des divergences avec des Apple, Nvidia, Amazon, enfin beaucoup de grosses valeurs qui contribuent à 80% au mouvement, qui sont sur des zones un peu tendues à mon sens. Donc voilà, donc stop, 3 stops. Plutôt vendeur, voilà. Merci beaucoup. Donc tu short ça. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Louis, Marc, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Mouillez-vous. Il faut... Tranché, d'accord, stop. Donc on a 2 stops, ça va être intéressant. Jean-Louis, la parole, je vous donne la parole, allez-y. Pourquoi vous n'y allez pas? J'y vais pas parce que j'ai pas de stop loss déjà. Ah, déjà c'est une bonne raison. Alors moi, ouais. Là, la tendance, attendez. Là, le mouvement, il est haussier. Il est constamment haussier, et le plus haut, c'est le dernier prix.
Donc, je ne vois pas pourquoi on irait shorter cette valeur. Enfin, à moins d'être devin et de se dire que c'est le plus haut. Et oui, il se trouve que oui, c'est utile. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Vous ne voyez pas de signal graphique. Profond. Non, Jean-Louis, vous ne voyez pas de signal graphique justifiant une prise de position à la baisse. En fait, dans cette position, si on voulait être hyper agressif, par exemple, on pourrait se dire, si jamais on casse le plus bas des 1, 2, 3, 4 jours, là, où on est monté, on a baissé un tout petit peu, puis on repart. Si le bas du saxophone, c'est ça? Tout en haut. C'est une nouvelle figure technique. Monsieur le musicien. Peut-être que là, ça serait... Oui, alors ça, on pourrait dire que c'est un signal de vente agressif, corroboré par le SPI qui déclenche sous 4040, mais on en est loin quand même. Bon, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de repère. Donc... c'est trop fragile pour vous. Dans les décisions d'investissement, il faut des repères. En fait, si vous êtes pas capable... souvent, il y a mieux à faire ailleurs. Certainement, avec un repère. Ouais. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer clairement pourquoi vous le faites, alors il l'explique, ok. Mais où est l'affirmation du scénario? Il ne faut pas faire. Merci pour ces explications. Marc, vous non plus, vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Alors, il y a les mêmes raisons, entre autres. Graphiquement, pareil, je ne suis pas encore convaincu. Bon, le Nasdaq est très solide dans des périodes comme ça. Jean-Louis parlait de résilience du CAC. La résilience du Nasdaq dans des périodes comme ça est encore plus importante. J'ai hésité un tout petit peu au départ, parce que sur du très court terme, une petite correction, on a vu que le secteur avait un peu souffert là, récemment, avec des -4, -3 entre Amazon et... Donc un petit retour sur les 14 000, pourquoi pas? C'est ça? Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais bon, ce qui me manquerait, moi, sur le graphique que Mathieu nous a mis, c'est s'il avait resserré un peu, on voit que le Nasdaq est encore assez loin de son plus haut historique, contrairement à d'autres indices. Je pense qu'il y a encore du potentiel à la hausse. Voilà. Droit de réponse, Mathieu. Alors, peut-être que vous n'avez rien à dire. Par rapport, non, si, je vais compléter effectivement. Après, dans toutes les stratégies moi, que je mets en place, j'ai toujours généralement des stops assez courts. C'est-à-dire que grosso modo, dans le cas du Nasdaq, j'ai des stops assez serrés. Par exemple, dans la première position là, que j'avais prise en début de semaine, alors je l'ai revendu parce que j'ai encaissé, parce que le Nasdaq a décroché de quasiment 2% la mercredi soir. Donc, si avec un peu de levier, ça met du beurre dans les épinards. Mais justement, en fait, je pense que typiquement sur ce marché-là, à mon avis, si on attend des confirmations, enfin typiquement, c'est comme le CAC 40, c'est-à-dire que grosso modo, moi je suis plus très à l'aise à l'idée de vendre agressivement le CAC à 7002 autant. Quand on était 7005, il y avait pas enfin, je préfère être peut-être trop en avance au risque d'être trop contrariant et d'avoir tort peut-être 1 ou 2 fois au début, c'est-à-dire que dans mes historiques de trade, moi, en fait, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est que dans les premières prises de position, j'ai souvent tort 1 fois ou 2, avant que ce soit la 3e qui paye beaucoup, parce que l'impulsion suit. C'est ce qui s'est passé sur le CAC, c'est aussi ce qui s'est passé sur le Nasdaq, où effectivement, moi, j'avais pris, pour tout vous dire, en toute transparence, un petit stop lundi, c'est-à-dire que j'étais vendeur depuis les chiffres de l'emploi US qui étaient sortis vendredi dernier, donc du coup, il y a 10 jours, quand notre audience visionnera cette vidéo, et en gros, parce que j'avais des signaux de remontée des taux longs et que ça me disait que statistiquement le Nasdaq allait sous-performer, ce qu'il a fait, sauf qu'entre-temps il y a eu le Russell qui a continué à la hausse, il y a eu une petite inertie, mais derrière on a effectivement fini par avoir cette impulsion que j'attendais. Et donc en fait je préfère effectivement moi avoir des stops courts, prendre peut-être une petite perte au début et que ça paye assez vite derrière quand j'ai raison, plutôt que d'attendre des confirmations où si le grosso modo le Nasdaq doit revenir vers 14 000, je ne vais plus être très à l'aise à l'idée. Il est nécessaire d'avoir une politique extrêmement rigoureuse de money management. Après, voilà, c'est propre à chacun. Le respect de ses stops pour pouvoir concrétiser ses gains. Quand j'écoute Mathieu, vu que je fais ce métier depuis 40 ans, quel est le problème? Non, mais c'est quoi le problème? C'est que ça réclame une présence derrière les écrans très importante. Bah oui, donc il faut une grande réactivité. Alors, pour tout ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui nous écoutent. C'est pour ça que moi je me dis, attends, là, c'est un point très important. Après, moi, par exemple, quand j'ai pris position, j'ai commencé à vendre, en fait, en toute franchise, j'ai commencé à vendre dans le service vendredi à 17h post-NFP, donc vendredi dernier. Et derrière, je disais à mes clients, soyez là jusqu'à 22h. Parce que non, mais après, donc on a un canal Telegram, on a un canal Telegram, on a des outils. Alors on
n'est plus au XXe siècle ou en fax ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, effectivement, il faut pouvoir... reste devant l'écran et il faut pouvoir réagir vite. Quand j'ai encaissé, c'était mercredi, hier matin, jeudi matin, on a encaissé à 8h03. Parce que les futurs étaient en baisse et il ne fallait pas attendre 16 heures où le Nasdaq reprenait finalement 1%. Donc effectivement, il faut une gestion du risque et un minimum, effectivement. C'est bien de le préciser, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Cette émission est très intéressante aujourd'hui, je trouve, particulièrement. Ça change. Et on va voir maintenant la rubrique à vos marques avec le quiz. La rubrique tant attendue du quiz à vos marques, où nos traders assis autour de cette table vont se mesurer sur un quiz de saison, un quiz sur les dividendes. Effectivement, Thibaut, on essaie de contextualiser un peu. Et là, c'est la saison des dividendes, donc c'est le moment de tester vos connaissances sur ce temps fort de la vie des actionnaires. Rappelez les règles, parce qu'ils ne sont pas très disciplinés. Oui, c'est vrai. Pourtant, vous venez souvent, mais on remarque que la discipline ne s'améliore pas forcément. On attend la fin de l'énoncé des questions avant de buzzer. Et merci de mettre votre buzzer là, qu'on voit bien les lumières. Voilà, pas de triche. On y va avec la première question. Quel est le montant record de dividendes versés dans le monde sur une année ? S'agit-il de 72 milliards de dollars, 327 milliards ou 1560 milliards de dollars ? Je vais tenter la 2, 327. Non. La 3. Ah non, c'est Bravo Jean-Louis. Une technique attentiste, mais qui paie souvent. Non, j'aurais dit la 3. Franchement, tout de suite, je me serais dit ça. Mais bon. Pas tout de suite, mais juste après. Voilà. Juste après, oui. Alors, effectivement, c'est très bien, Jean-Louis. C'était en 2022, donc on est sur des bonnes années. D'ailleurs, on le voit souvent dans la presse, quand même, année record sur les dividendes. Effectivement, en hausse de 8% par rapport à 2021, qui était déjà 2021 un record au niveau mondial. Donc les groupes pétrogaziers ont fortement tiré vers le haut en tant que porteurs de dividendes, avec la flambée, bien sûr, des prix de l'énergie. C'est sur l'ensemble des capilles mondiales ? Voilà, exactement. Donc on estime qu'il y a 88% des entreprises dans le monde en 2022 qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes par rapport à l'année d'avant. Donc effectivement, il y avait quand même une vraie tendance très forte à la hausse. Alors sur le chiffre de 72 milliards, il n'était pas complètement sorti du chapeau. C'est uniquement les dividendes du CAC 40 l'année dernière, donc c'était un beau score. Et le 327 milliards de dollars, vous serez ravis de savoir que c'est un record que nous avons franchi au premier trimestre 2023 au niveau mondial, notamment tiré par les groupes automobiles. Sur juste un trimestre. Voilà, j'ai mal lu la question, je pensais que c'était sur le premier trimestre. Merci, alors on peut toujours se trouver des excuses. Sur une année, je crois. Ouais, mais j'ai mal lu. Ne vous trouvez pas d'excuses. Jean-Louis, 1 point. Marc, 0. Mathieu, 0. Deuxième question. Allez, c'est parti. Parmi ces entreprises, laquelle a effectué le plus important versement de dividendes extraordinaires de son histoire ? Ah pardon. Disqualifié. J'ai le droit, là, non ? Non. La question était posée. Disqualifié. Non, les Continuez, réponses. Léa. Il faut les réponses. Total Energy, Costco ou Microsoft ? Disqualifié. Disqualifié. Nous, on Ça se joue entre Mathieu et Jean-Louis, mais vous n'avez pas appuyé. Moi, je connais pas bien les boîtes US en termes de dividendes. Jean-Louis, Total. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ah bon, c'est bah pas ok, Total. tant pour moi. appuyez. Dividendes extraordinaires. Tentez votre chance. On va donner un buzzer à Thibaut. Ça va pas ? Je sais pas, je vais dire Costco, mais Microsoft, ça me paraît dingue. Non, non, je non. Oui, vous Pas souvenir qu'ils Bah, je aient dis Microsoft. Oh non, t'es éliminé, toi. Non, il a le droit. Non, mais J'étais disqualifié dividende avant vous. extraordinaire. De la Ouais, discipline, la s'il vous règle. plaît. De la discipline. C'est la Léa, règle. allez-y. Non, moi je propose que le point ne revienne à personne, je suis désolée. Ah mais c'est quoi cette Alors arnaque c'était L'Oréal. Microsoft. Ça a jamais été comme Microsoft ça. en 2004, 32 milliards de dollars, c'est quand même un chiffre énorme. Mais Et extraordinaire. alors, donc ce montant de 32 milliards de dollars était extraordinaire. Mais cette même année, le groupe, en plus d'avoir versé ça, a doublé son dividende ordinaire et a racheté pour 1 milliard de ses propres actions. Ouais, mais c'est pas un dividende extraordinaire. Si, c'est les pas- 32 milliards étaient le dividende extraordinaire. Seulement le Ah oui, j'ai montant pas de compris, dividende ouais. J'ai pas extraordinaire. compris la question, moi non plus. C'est les questions. Et donc, pourquoi c'est arrivé ? Parce que c'est quand même vraiment historique. En fait, les D'accord, actionnaires Jean-Louis. étaient très mécontents car le cours stagnait depuis 3 ans malgré une trésorerie absolument pléthorique de Microsoft. Alors, Costco et Total ont quand même versé pendant leur existence des dividendes extraordinaires eux aussi, mais on est plus aux alentours pour les deux des 3 millions. En 2021 pour Costco suite à des revenus exceptionnels. 3 milliards, pardon, excusez-moi. Et 2,6 milliards pour Total en 2022, suite à des résultats solides et une politique de retour à l'actionnariat. Mais on n'a rien à voir avec les 32 milliards de Microsoft.
Merci beaucoup Léa. Un petit peu de discipline s'il vous plaît Non, sur mais- le plateau, parce mais que moi, là... Non, non, parce que C'était je pensais que c'était un dividende extraordinaire de son histoire. C'est pas le plus grand Oui, je suis d'accord. D'accord. qui a été distribué Non, dans, de son dans le monde. histoire, de l'histoire de Total, de Costco ou de Microsoft. Question numéro 3 Léa, s'il vous plaît. Alors, Allez. ce point n'est pas attribué. Non, voilà. ne Moi, je vous porte disputez pas. plainte. On verra les réclamations après. C'était pas Et on comme verra ça si elle a les été fois reçue dans la prochaine émission. Léa, allez-y. Question 3. Une situation de dividend yield trap se produit lorsque le rendement du dividende est élevé suite à la chute de l'action, le rendement du dividende est faible malgré des bénéfices élevés, ou le rendement du dividende diminue à mesure que le prix de l'action augmente. Je vais dire la une. Très bien Mathieu, Ouais. effectivement. Alors donc on le rappelle, le rendement du dividende, on le calcule Pardon. très simplement, c'est dividende sur cours de l'action. Et donc quand on parle de dividend yield trap, donc concrètement ça veut dire le piège du taux de dividende, hein, trap c'est piège en anglais. En fait, mécaniquement, si le cours de l'action diminue, ça va augmenter le rendement du dividende. Si le dividende reste au même niveau, Exactement. effectivement, il aura une proportion Sauf plus que importante. certains investisseurs ont pour stratégie de sélectionner des valeurs uniquement sur le rendement du dividende comme critère. Or, du coup, on peut être dans des situations où en fait ce rendement du dividende est très bon, mais ça masque finalement une mauvaise santé financière de l'entreprise avec une chute qui précède une chute récente du cours de l'action qui fait mécaniquement augmenter ce cours du dividende sans pour autant que ce soit forcément un signal Ouais. d'achat très Et intéressant. on rappellera que le détachement d'un dividende ne crée pas de l'enrichissement puisque la valeur de l'action diminue d'autant. Donc un point pour Mathieu, un point pour Jean-Louis, 0 pour Marc. Comme la Quatrième question. C'est quand même la capacité à générer ce dividende qui est importante aussi. Parmi ces entreprises, laquelle n'a jamais versé de dividende depuis son introduction en bourse? S'agit-il d'Apple, Nvidia ou Tesla? J'ai la Tesla. Bien Marc, vous voyez, Bravo. vous refaites là. C'est net et sans bavure. Pas d'hésitation. Effectivement. Alors Tesla n'a jamais versé de dividende depuis son introduction en bourse en 2010. Ils ont d'ailleurs précisé qu'ils n'en verseraient jamais. Donc il n'y a pas de mensonge sur la promesse de vente. Alors pourquoi Tesla verse pas de dividende? Ça n'a rien à voir avec ses résultats, ses bénéfices potentiels futurs. C'est vraiment sa stratégie en fait. Tesla est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, qui nécessite énormément d'investissements en R&D. Et pour être à la pointe toujours, quelque part, elle n'a pas d'autre choix que d'investir ses bénéfices pour rester justement extrêmement innovant. Et côté Nvidia et Apple, les dividendes sont irréguliers, c'est-à-dire qu'il y a des années où il n'y en a pas, il y a des années où il y en a, mais c'est pas une Alors page un point blanche. partout. Après- Tout va se jouer sur la dernière question. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais moi, entre autres, en dehors de savoir que d'autres en avaient déjà versé, c'est le côté un peu Elon Musk avec qui ça colle quand même pas mal dans l'état d'esprit. Voilà. La communication est quand même Enfin, c'est le- toujours oui, un petit c'est-à-dire- peu original ou Oui, c'est particulier, ça, on va dire. c'est ça, c'est le positionnement est tout à fait. 5e question, tout va se jouer sur cette question puisque nous Attention, avons tous, vous êtes tous à égalité. nous avons tous, ils ont tous un point, ces traders autour de la table. Allez-y Léa. Quelle pardon. entreprise a versé le plus de dividendes en 2022? Petrobras, Microsoft ou BHP? Jean-Louis, vous avez... Petrobras? Non. Non. J'aurais dit Petrobras aussi. Facile. Moi, je dirais BHP. Oui, c'est BHP. Ah, c'est l'un ou l'autre. Victoire de Marc. Entreprise Au finish, minière sur la ligne. Tu aurais australienne. dit ça en première intention? Puis il avait Honnêtement, déjà- il avait non, déjà j'aurais répondu pas dit Microsoft. Petrobras. J'aurais hésité entre les deux. Ouais, moi, j'aurais- Laissez Toutes les Léa nous stratégies expliquer. sont valables. Laissez Léa nous expliquer. Effectivement, alors BHP, c'est une entreprise minière australienne qui est spécialisée dans le fer, le diamant, l'uranium, le charbon et le pétrole. 23,5 milliards de dollars, comme en 2021 d'ailleurs. C'est le plus gros dividende de ces 137 ans d'histoire. Et c'est effectivement les profits mirobolants liés à la flambée du prix du charbon, des bénéfices annuels en hausse de 26% qui justifient que le dividende ait été si important. Alors après, Petrobras n'a pas à rougir non plus, hein, je vous rassure. Oui. On est sur 21,7 milliards de dollars. Pareil, porté par les prix de l'énergie. C'est la deuxième compagnie ayant versé le plus de dividendes, et Microsoft est la troisième avec 19 milliards. On en a parlé tout à l'heure. Alors, Marc, vous allez porter réclamation ou pas? Parce que vous avez quand même gagné. Oui, mais Soyez beau oui, joueur. non, oui, je suis bon joueur, mais dans le respect des règles strictes, ça a toujours été comme ça. On va analyser cette réclamation et on en parlera la Non, prochaine mais fois. on a dit qu'il fallait un peu. Merci beaucoup Marc, merci Jean-Louis, merci Mathieu, merci Léa. Merci à vous et rendez-vous la prochaine fois. Si vous aimez, cliquez sur j'aime.